Tout d'abord, merci. Il est rare qu'on fasse parler les musiciens. Je dois dire que ce n'est pas ma pratique favorite, mais voilà, c'est vrai que lorsqu'on me demande de parler de transmission, c'est toujours un bonheur pour moi. Alors, oui, l'innovation, en fait, j'avais préparé tout un, mais en fait, j'ai rien gardé. Et puis, je vais faire comme d'habitude, je vais improviser. Surtout quand on parle d'innovation. Parce que l'innovation, en fait, elle se fait à chaque seconde de notre vie. Et en tout cas, moi, dans la musique, dans l'improvisation, puisque j'aime improviser, j'aime aussi écrire pour la musique symphonique. En fait, j'aime jouer toutes les musiques. Mais c'est vrai que l'improvisation est une source initiatique. Initiatique parce qu'elle nous pousse, en tant que musiciens, à devoir créer en temps réel. En fait, un improvisateur, c'est un peu un compositeur sans gomme. Et j'ai toujours l'habitude de dire que lorsqu'on improvise, on n'a même pas le temps de mentir. Certes, on se trompe, mais j'ai fait de l'improvisation, en fait, et surtout de l'erreur. Pour moi, l'improvisation, au bout du compte, c'est une suite d'erreurs maîtrisées. Et je suis un adepte de l'erreur. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que c'était en produisant de l'erreur que j'apprenais, et c'était surtout en produisant de l'erreur que je pouvais créer des choses nouvelles. Enfin, nouvelles, rien n'est nouveau, puisqu'on peut partir du principe que tout est déjà là, tout est déjà inventé. Mais en tout cas, de découvrir des choses que je ne me serais pas permis de faire. En fait, l'innovation, c'est pour moi l'anti-habitude. C'est Georges Perec qui disait dans un de ses livres, Espèce d'espace, il disait que la force de l'habitude nous entraînait vers une sorte de cécité. Oui, et ça nous rend sourds aussi. Donc, c'est pour ça que la musique, en fait, sur beaucoup de points de vue, est très vertueuse. Elle est vertueuse parce qu'elle nous met en face d'une réalité qui va bien au-delà de notre compréhension d'être humain, puisqu'elle est en correspondance avec, naturellement, la vibration. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, on fait les parallèles avec la physique quantique. Oui, on dit que tout est vibration, et la théorie des cordes, par exemple, pourrait supputer que tout ce monde tout cet environnement n'est fait que de petits cils microscopiques qui vibrent dans plusieurs dimensions. Bref, c'est vrai que la musique permet de nous évader, en fait, de nous évader de la roche, de la matière, et puis de notre destin et de cette vie un peu prédestinée qu'un système nous propose de suivre. Et à chaque fois que je prends mon violon en main, ce sont des portes qui s'ouvrent vers des paysages inconnus. J'adore me perdre, parce que j'ai compris que c'était en me perdant que je parvenais à me retrouver le mieux. Se perdre pour mieux se retrouver. C'est une aventure. L'innovation est une aventure. Comme je disais tout à l'heure, vous innovez à chaque instant. Et tout le monde improvise, en fait. On a du mal à l'admettre parce que dire qu'on improvise est un aveu de faiblesse, souvent, puisqu'on improvise lorsqu'on n'a pas appris, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne peut pas prouver quelque chose, qu'on ne peut pas démontrer. En revanche, dès
que nous cherchons à nous évader, à sortir des chemins, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir découvrir et lever le voile sur beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de questions. Et je crois que chez les enfants, j'ai été très séduit par le livre de Céline Alvarez. Alors, je suis néophyte, attention. Pourquoi ? Parce que elle parlait d'égalité des chances. Oui, on est tous pré-câblés au départ et on a tous ces dispositions pour appréhender le monde. Bien sûr, après, il y a les conditions dans lesquelles on va appréhender chacun notre environnement. Mais l'égalité, pour moi, vient d'un fait tout simple. C'est que chacun ici est unique. Par exemple, madame, il n'y en a jamais eu une comme vous, avec votre histoire, non ? Il n'y en a pas comme vous, il n'y en aura pas comme une autre comme vous. Et c'est pareil pour tout le monde. Et je veux dire que nous sommes tous des pièces d'un puzzle et il faut qu'on marche ensemble pour aboutir à concrétiser cet assemblage. Donc, au lieu de nous mettre en compétition et utiliser nos petits pouvoirs, je crois que la grande nécessité est de savoir se compléter de l'autre et donner la possibilité à l'autre de se compléter de nous-mêmes. Donc, c'est un principe de base lorsque j'enseigne la musique à des enfants, par exemple, c'est de leur faire comprendre que même s'ils ont besoin de faire partie d'un groupe, ils sont uniques. Et que ceux qui voient à l'instant même où ils voient, eh bien, ils sont les seuls à voir de cette manière. Je prenais l'exemple, tout à l'heure, on parlait d'une classe, effectivement, une classe d'une trentaine d'élèves. Eh bien, vous avez 30 points de vue différents. Vous avez ceux qui se mettent au fond de la classe, et puis ceux qui sont sur les côtés, et qui voient leur professeur d'un profil droit ou d'un profil gauche, ou de face. Et tout cela génère des émotions différentes. Voilà, donc ça, c'était mon point de vue sur l'égalité. Donc tout le monde a la même mission, c'est-à-dire de capter de l'information dans sa vie, comme si on était chacun un disque dur, et un disque dur spécifique à une expérience spécifique. Alors, pour revenir à l'apprentissage de la musique, c'est très ambigu l'apprentissage de la musique aujourd'hui, puisque on nous présente souvent la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique aujourd'hui ? Si j'écoute ce que m'on dit, on me dit, quand je regarde la télévision ou j'écoute la radio, eh bien la musique, c'est ce qu'on va entendre aux victoires de la musique, par exemple. C'est ce qu'on appelle les victoires de la musique. Par exemple, on appelle les autres musiques, les victoires des autres musiques, la victoire du classique et la victoire du jazz, par exemple. Il n'y a même plus le mot musique devant. Donc, quelle musique faut-il apprendre à nos enfants ? C'est compliqué. Alors, si on se fie au conservatoire, donc l'enseignement public de la musique, on est encore dans un enseignement qui va privilégier la formation de musiciens-interprètes voués à exercer dans des orchestres symphoniques. Ça, c'est l'enseignement public. Pour le reste, ce sont des écoles privées où on apprend à jouer, à chanter, et les musiques actuelles. Alors, il faut savoir que à chaque âge, sa musique. À chaque culture, sa musique. À chaque couche sociale, sa musique. Comment on fait avec tout ça ? Alors, un de mes premiers rapports, c'était la démocratisation de
de l'enseignement de la musique. Quand j'ai parlé d'inclure les musiques actuelles dans l'enseignement, dans les conservatoires, on m'a répliqué que cette musique s'apprenait dans la rue. Pourquoi pas? Bien sûr, d'ailleurs, ça serait un meilleur moyen de l'apprendre. Mais je crois que quand on parle comme ça, tout de suite, il y a une discrimination et une exclusion. Donc, on a eu un système qui s'est mis en place tout doucement chez nous, qui s'appelle les classes orchestres, hein, avec des dispositifs divers et qui s'appliquent aux différentes esthétiques musicales. Et personnellement, j'ai tenu des classes d'orchestre à l'école. Et je peux vous dire que c'est fantastique. On y apprend vraiment les fondements de la musique. Alors, quels sont les fondements de la musique? La musique, d'abord, elle doit s'apprendre ensemble, puisqu'elle se fait ensemble. Donc, il est important de tout de suite aller vers la pratique de la musique sans passer automatiquement par la lecture et l'écriture musicale. Est-ce qu'on apprend à un bébé à écrire et à lire avant qu'il sache parler? Pourquoi continue-t-on à essayer d'apprendre la musique par l'écriture et la lecture avant de la jouer? Alors là, effectivement, on rentre dans des contextes très difficiles. Alors, il y a là aussi le rouleau compresseur consumériste, culturel. Et c'est pour ça, quand je parlais des victoires de la musique, il serait plus approprié de les appeler les victoires de l'industrie musicale. Ce qui pourrait laisser aux jeunes la possibilité de penser qu'il y a d'autres musiques que celles qu'on leur impose sans cesse. Ça fait 43 ans que je suis professionnel dans ma partie, et je peux vous dire que j'ai vu la qualité des publics s'éteindre petit à petit, et surtout chez les jeunes. On voit de moins en moins de jeunes dans les concerts de jazz, par exemple, ou les concerts musique classique. Musique contemporaine, on n'en parle même pas. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est de leur vendre le plus possible. Donc il ne faut pas les parasiter avec des musiques qui pourraient les divertir, et en tout cas leur faire oublier ce qu'on essaye de leur donner tous les jours pour pouvoir consommer, en fait. Donc, c'est pour ça que le principe de ces orchestres à l'école est un principe important. Je suis allé au Venezuela travailler sur un système qui s'appelle El Sistema, où justement le travail pédagogique avec les enfants est un travail d'oralité sur la musique. Donc on est sur l'oralité. Et dès qu'on a une acquisition orale, instrumentale ou vocale d'un principe musical, tout de suite on va vers l'écriture et la lecture. Mais il faut avant tout l'incarner. Vous voyez, j'ai commencé mes études comme musicien classique au conservatoire, et lorsque j'ai voulu passer au jazz et à l'improvisation, ça a été terrible parce que j'ai dû tout remettre en question. J'avais appris la musique avec les yeux et pas avec les oreilles. J'avais appris la musique avec mon cerveau et pas avec mon corps. Et là, j'insisterai sur tout le travail du philosophe Maurice Merleau-Ponty sur le fait que nous venons au monde par nos sens et nous sommes aujourd'hui en panne d'essence. Eh oui. Donc, je crois que là, il y a vraiment un travail, je dirais même avant d'aller sur le numérique, je pense qu'il faudrait réconcilier cette porte d'entrée qui est le corps. Et le corps, en fait, pour moi, c'est l'étayage de l'esprit. On spatialise l'esprit par le corps.
Avec le virtuel, on peut toucher des mondes qui sont à des milliers de kilomètres. Avec le bras, on peut toucher notre voisin. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, et c'est quand on joue en groupe, par exemple, effectivement, là, on a des sensations extraordinaires de partage et de synchronicité. Alors, un des premiers travaux que je prône en musique, c'est le travail du rythme, mais pas le rythme cérébral, celui qu'on apprend laborieusement en lisant des notes. Non, le rythme organique, celui qui va rentrer, qui va être incarné. Apprendre le rythme, en fait, c'est apprendre sa décomposition, comme une montre. Alors, simplement pour que vous puissiez comprendre, je vais vous faire le bruit de la montre. Ça fait quoi une montre? Oui, et vous croyez que vous allez être à l'heure comme ça? Jamais de la vie, jamais de la vie. Vous voyez, bien des gens ont le rythme dans le sang. Tout le monde a le rythme dans le sang. Mais il y en a beaucoup qui ont une très mauvaise circulation. donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant la montre, vous voyez, d'une certaine manière, on va découper le temps et compactiser ce silence, ce vide qu'il y a entre chaque pulsation. Si je fais tic, tac, je ne pourrais pas être régulier dans ma pulsation. En revanche, si je fais tic-tac, 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 tic, là, je vais combler ce vide, donc l'angoisse du vide. Puisque dès que l'esprit intervient, la réflexion intervient, c'est notre rythme organique qui s'échappe. Donc, juste un petit exercice comme ça, peut-être vous allez voir qu'on va réussir à faire en 3 minutes quelque chose de très intéressant au niveau de la synchronicité. Vous êtes prêts à le faire? Tic-tac, tic-tac. Voilà. Alors, on a une petite tendance à accélérer, c'est normal, c'est l'angoisse. Quand on fait quelque chose, on a toujours, c'est le cheval qui galope pour fuir. Vous avez vu déjà la coordination, la synchronisation. On s'est synchronisé entre nous comme des ordinateurs qui vont se synchroniser. Maintenant, on va mettre des accents. Tic, tac, tic, tac, tic. Formidable. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Si vous pouvez battre du pied en même temps, ça sera très bien, puisque là, on va travailler la motricité. Vous voyez? Tic, tic, tac, tac. Parfait. Maintenant, on va travailler tic, que. Ah, ça commence à être difficile. Voilà, on est dans le contretemps. Et vous voyez, c'est là où le musicien classique, en général, tombe en syncope. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui se fait mal dans le cerveau. Vous voyez, on a un corps calleux, et là, les informations entre les deux hémisphères ne se font pas suffisamment rapidement. Donc, vous allez peut-être sentir maintenant organiquement le rythme. Vous allez faire le rythme de batterie. Poum, tchac, poum, poum, tchac, poum. Ça paraît débile, mais c'est le plus difficile à faire. Poum. Regardez Ringo Starr. Poum, tchac, poum, poum, tchac. Continuez. Et vous pouvez y aller.
Bravo, bravo. Moi, ce que je vous conseille, je conseille aux enseignants, c'est qu'au début de chaque cours, on fasse du chaque poum poum. Pourquoi? Parce que ça oblige tout le monde à se mettre en synchronicité. Et quand on est d'accord sur ce point-là, après, c'est beaucoup plus facile de faire intervenir des savoirs. Il faut savoir que la musique et ses principes sont des fixateurs des savoirs et des connaissances. Voilà, merci. Allez, on vous écoute.
merci, merci. Deux petits mots juste pour vous dire que, voilà, pour moi, les métissages font les plus beaux enfants. Et le principe de la transmission, c'est l'amour. Voilà, merci.